Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricanist TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Notre interrogation du jour, Sahel lever des sanctions contre le Mali, décision objective ou dictée par l'Hexagone? C'est notre grande interrogation. Je me reprends. Sahel lever des sanctions contre le Mali, décision objective ou dictée par l'Hexagone? En tout cas, nous nous interrogeons. On parle justement de la levée partielle des sanctions contre le Mali. Cette décision a été prise à l'issue du sommet de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest à Accra au Ghana. Les dirigeants du bloc ouest africain ont donc levé dimanche les sanctions contre le régime militaire malien, consentant à un retour à un régime civil en mars 2024. En tout cas, c'est la raison qui est donnée. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette décision? Est-ce parce que les pays qui entourent le Mali étaient déjà asphyxiés économiquement? Rappelons-nous d'ailleurs de ce que nous vous avons dit la semaine dernière, où bien sûr le Mali a offert gracieusement 5500 têtes de bœuf au Sénégal et sans oublier à la Côte d'Ivoire, parce que là-bas, la viande commençait à coûter très cher. Ils ont également, mesdames, messieurs, décidé que les sanctions prises en termes de rappel des ambassadeurs des pays membres de la CEDEAO, cette sanction est également levée, dont les ambassadeurs pourront rentrer à Bamako, au Mali, a déclaré le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Kassibrou. Le Mali a connu, on va le dire ainsi, pas mal de coups, mais on se pose bien des questions à savoir quel est le coût qui se cache derrière cette levée de sanctions. Enfin, les autorités du Burkina Faso ont fait une nouvelle proposition qui est maintenant de faire durer la transition au Burkina pendant 24 mois à partir du 1er juillet, c'est-à-dire depuis ce 1er juillet 2022. Voilà donc les progrès qui ont été réalisés, nous dit-on. Et comme on l'a souvent dit avec la liberté du président Kaboré, les chefs d'État ont pris la décision suivante. La première, c'est de lever les sanctions économiques et financières qui étaient imposées, a ajouté d'ailleurs le président de la commission de la CEDEAO. L'objectif de ce sommet de la CEDEAO était d'évaluer, nous dit-on, les efforts déployés pour obtenir des garanties en vue du rétablissement d'un régime civil au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. L'organisation ouest-africaine continue, nous dit-on, à surveiller la situation et maintient la suspension du Mali par la CEDEAO pour le moment. Le Burkina Faso, autre pays du Sahel, pris dans la tourmente djihadiste, et la Guinée n'ont jusqu'à présent été que suspendus des instances du bloc des 15. Voilà pourquoi nous nous interrogeons ce matin, Sahel, levée de sanctions contre le Mali, décision objective ou dictée par l'Hexagone. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatola ici. Il est journaliste d'investigation et directeur de publication du journal Le Cactus. Albert Anatola ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve Jelongos. Je salue vos techniciens qui font un travail remarquable pour la qualité du travail que nous faisons sur ce plateau. Je salue les combattants panafricanistes qui font le tour sur ce plateau. Et malheureusement, le format de l'émission ne nous permet pas d'être ensemble comme dans le cadre de notre tribune. Je salue tous ces panafricanistes authentiques, pas les infiltrés, authentiques, que ce soit sur le continent ou en dehors, qui croient en l'Afrique, qui se battent, qui luttent chaque jour pour que cette Afrique-là soit libérée, pour que cette Afrique-là reste un continent digne. Comme à mon habitude, je voudrais commencer ce matin par un coup de gueule. Monsieur Steve Jelongos, ça ne se passe pas sur le continent africain. Oui. Je veux dire, à la frontière, en territoire marocain, dans l'enclave Melilla, comme ce fut le cas il y a quelques jours, avec ce scandale humain que nous avons vu. Vous avez, n'est-ce pas, les gardes-côtes espagnols, les policiers espagnols, les policiers marocains, qui ont tué à l'arme blanche, justement, des personnes vulnérables qui n'étaient pas armées. Mais ça se passe au pays des Lumières, des droits de l'homme, des libertés et la démocratie. Il s'agit d'une fois de plus, n'est-ce pas, une fois de plus, d'un noir. Un noir qui est interpellé, n'est-ce pas, par la police française, à la manière américaine, dans la police américaine, comme vous voyez souvent sur les vidéos, dans les vidéos, qui est interpellé devant sa famille, femme et enfants, et maman, grand-mère, Manu Militari, avec le genou sur le cou, comme ce fut le cas avec George Floyd. Oui. Mais depuis que cet incident s'est passé, nous sommes là à Paris, c'est-à-dire la capitale, n'est-ce pas, du pays des Lumières. Nous n'avons entendu nulle part les indignations qu'on exigeait au continent africain, aux Africains, s'agissant de
l'opération militaire spéciale qui a été engagée par la Russie en Ukraine. Il s'agit, paraît-il, d'un Français d'origine africaine, noir de peau, parce que son problème, le drame, c'est parce qu'il a un délit de couleur. Merci pour l'invitation. Très heureux de nous avoir à Abler Anatole Haïssi. Le dimanche 3 juillet 2022, la CEDEAO a pris une décision. C'est la levée partielle des sanctions contre le Mali. Je veux commencer par cette question d'ailleurs que je pose. Décision objective ou dictée par l'Hexagone? Objective, non. Déjà, comme c'est une question en deux volets, objective, non. Quand je dis non, il faut expliquer le contexte. Il faut revenir au contexte dans lequel intervient justement cette décision de lever des sanctions financières et économiques contre le Mali. Et pourquoi c'est moi le Mali? Pourquoi cet acharnement contre le Mali? Il faut quand même dire que depuis 6 mois, en dépit des basses manœuvres qui ont été le fait soit de Macron, parce que lorsqu'il parle de Macron, il y a quelques, j'allais dire tendus, il y a quelques pelés qui pensent que nous avons l'habitude de tout attribuer, nous avons la mauvaise habitude de tout attribuer, d'attribuer tous nos malheurs à la France. Mais Macron l'a dit de manière solennelle à Mondovision, qui donnerait les instructions à Nana Akufo-Addo pour renforcer n'est-ce pas, les sanctions contre le Mali. Donc, je crois que la plupart des Africains ont suivi cette intervention, ce qui est documenté. Donc, ce qui veut dire donc, en d'autres termes, que c'est Macron qui dicte les sanctions, la conduite à tenir contre le Mali aux autorités de la CEDEAO, aux autorités, je veux dire, aux médiateurs. C'est lui qui fait office de médiateur de ce côté-là. Donc, je pense donc qu'il ne s'agit pas d'une décision objective. Je reviens encore dans le second contexte de cette décision, qui intervient également à un moment où le Sénégal, la Côte d'Ivoire commençait quand même à tirer la langue. C'est-à-dire qu'il y avait déjà la surenchère, je parlais de l'inflation, oui, sur certains produits de première nécessité. Et je crois également que ça intervient au moment où ces pays qui ont contribué, notamment M. Macky Sall, oui, M. Ouattara, qui était le chef de guerre contre le Mali, cette sanction intervient quelques semaines après, donc quelques jours après, que ces deux pays ont sollicité du Mali, n'est-ce pas, l'exportation des bovins de ce côté-là. Vous l'avez tout à l'heure indiqué. 5500 têtes ovins et caprins et 300 têtes de bovins. C'était à destination justement de la Côte d'Ivoire. C'est une décision, justement, c'est une sollicitation qui intervient dans le contexte des sanctions où vous avez la fermeture des frontières, n'est-ce pas? Oui. Mais comment est-ce que ces cargaisons ont-elles fait pour être acheminées au Sénégal, en Côte d'Ivoire? Donc, ça intervient dans un contexte où, justement, une partie de la Côte d'Ivoire et du Sénégal commençait à avoir faim et des manifestations ont commencé, justement, à fleurir. Je dis, la rue a commencé à gronder de ce côté-là. D'abord, parce qu'il y avait un surenchérissement des produits de première nécessité et ensuite parce que les sanctions prises contre le Mali étaient à la fois illégales et illégitimes parce que, d'après leur propre texte fondateur, les décisions de la CEDEAO doivent être consensuelles. Et il n'y a pas eu de consensus dans la prise de décision de sanctionner ou de mettre à la sous-embargo le Mali. Comme je l'ai dit, eh bien, nous devons donc aller dans l'analyse pour dire que est-ce que ces décisions ont été dictées par l'Hexagone? Naturellement. Là également, il y a deux explications. La première, c'est le Mali ne s'est pas laissé faire. D'abord, on a bouté hors des frontières maliennes l'ambassadeur, n'est-ce pas, de la France au Mali. Je crois que c'est un euphémisme. Parce que lui, il a estimé que c'est lui qui est parti, mais nous savons que les autorités lui ont demandé de partir. Oui. Ça intervient également dans un contexte où le Mali a également fermé ses frontières terrestres et aériennes, tant aux pays voisins, à ses voisins, qu'aux vols internationaux. C'est-à-dire que ce soit des pays, des vols venant de l'extérieur, c'est-à-dire de France, puisque Air France officie de ce côté-là, oui, que ce soit des vols commerciaux provenant des pays limitrophes. Souvenez-vous, n'est-ce pas, du cas d'un aéronef qui avait pour destination, n'est-ce pas, Accra, oui, qui a dû faire demi-tour parce que nous ne pouvons pas survoler
l'espace malien. Ça intervient également dans un contexte où les autorités maliennes ont demandé à Barkhane et à ses alliés de quitter le sol malien pour aller se réfugier, comme c'est désormais établi, du côté du Niger. De ce point de vue, je pense que toutes les conditions étaient réunies pour donner raison au Mali. C'est le temps que le Mali ne réclame ni plus ni moins sa souveraineté. Point barre. Il s'attendait à un soulèvement populaire à travers ces sanctions iniques et illégales, injustes, inhumaines. Il s'attendait à un soulèvement populaire du peuple malien pour mettre dans la rue, justement, comme ce fut le cas avec Ibeka Ibrahim Boubacar Keïta, n'est-ce pas, les autorités maliennes. C'est fait un fiasco une fois de plus. C'est-à-dire le Mali est resté, le peuple malien, dans sa grande majorité, est resté solidaire, résilient, justement, par rapport à ces décisions, à ces sanctions. Donc, quand je le dis, je voudrais ici saluer d'abord le peuple malien pour son courage, pour sa résilience et détermination, parce que nous pensons que ce qui fait notre fierté aujourd'hui, je parle de notre fierté morale, de constater que notre travail, notre lutte n'est pas vaine, qu'à savoir que nous avons une jeunesse africaine qui est debout, qui est vent debout, qui est dynamique, qui est désormais consciente des enjeux. Comme je l'ai dit, je voudrais également saluer les autorités maliennes, la diplomatie malienne, parce que tout qu'on fait dans le processus de levée des sanctions contre le Mali, la diplomatie a été pour quelque chose aussi. Oui. Et il faut également, et nous avons une fierté particulière pour le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, oui. Parce que c'est une fierté africaine. Ça prouve que, contrairement à ce que, je veux dire, la condescendance d'en face, à l'arrogance d'en face, nous avons sur le continent africain des intelligences. Nous avons des hommes qui sont véritablement à leur place. Je salue là mon salut particulier ce matin, n'est-ce pas, le ministre Abdoulaye Diop. Comme je l'ai dit, je voudrais également souligner dans la foulée que autant nous devons saluer la victoire des autorités maliennes, du peuple malien, mais autant c'est une cuisante gifle contre M. Bazoum, qui était, je veux dire, intraitable pour la levée justement des sanctions contre le Mali. Mais c'est également un fiasco pour celui-là, qui a rappelé à tout le monde qu'il est président de la République. Ça veut dire qu'en fait, il ne se reconnaît pas comme tel dans cette fonction, parce qu'il a été parachuté par Paris dans le cadre de ce que vous savez. Donc, c'est donc une véritable défaite à la fois pour M. Bazoum, pour M. Ouattara, qui avait des urticaires et qui ont attrapé des urticaires, rien qu'à l'idée de savoir qu'on pouvait penser à la levée des sanctions, je répète, financières et commerciales, économiques, si vous voulez, contre le Mali. Cela dit, le Mali reste exclu des instances de la CEDEAO. Oui. Est-ce que le Mali en a vraiment besoin? C'est le temps que dans cette affaire, la CEDEAO, à l'instar de l'Union africaine, sort affaiblie, décrédibilisée. Décrédibilisée parce qu'il est désormais établi, et c'est documenté aussi, que la CEDEAO, à l'instar de l'Union africaine, sont justement les bras séculiers, sont la charrette justement de l'Union européenne, si ce n'est pas de l'Élysée. Alors, Anatole, j'ai une question depuis quand même ce dimanche. Cette levée partielle des sanctions n'aura-t-elle pas d'autres conséquences néfastes contre le Mali? Non, je pense que, à dire vrai, cette levée des sanctions intervient dans un contexte où le Mali était en train de regarder ailleurs en réalité. Le Mali était en train de regarder ailleurs. Je vous ai tout à l'heure convoqué quelques éléments factuels. Le départ des forces d'occupation du territoire malien, je parle de Barkhane et Takuba, qui ont quitté le qui ont été pris de quitter le territoire malien. Je parle également de l'amusement dont, je veux dire, le maintien est accepté relativement tant par le peuple malien que par les autorités de transition. Et en même temps, il vous souvient que le Mali a claqué la porte du G5 Sahel. Donc, et le Mali, je vous ai dit, était en train de regarder ailleurs, c'est-à-dire le Mali était dans un projet de quitter carrément la CEDEAO. Et si le Mali quitte la CEDEAO, ça va donner des idées à d'autres. Et vous savez qu'aujourd'hui, on ne parle plus du G5, on parle du G4. G4 Sahel. Du point de vue politique, c'était un marqueur très fort, extrêmement très poignant. Donc, je crois qu'en réalité,
au moment où intervient la levée des sanctions contre le Mali, en fait, c'est le Mali qui tenait justement le bon bout. Et je crois qu'aujourd'hui, tous ces guignols, ces marioles qui ont tourné, qui ont dansé la danse macabre autour justement des sanctions contre le Mali, ce sont eux qui justement, cette affaire-là, justement, la queue entre les jambes. Quoi qu'on dise, le dossier malien, je veux dire, la levée des sanctions maliennes intervient dans un contexte où il y a un ancien diplomate français a affaire est convoqué par la justice malienne pour répondre des faits, n'est-ce pas, de corruption et de prise illégale d'intérêt dans une société au Mali, dans le cadre, n'est-ce pas, des contrats, n'est-ce pas, de production et de commercialisation des passeports biométriques. Je parle de M. Jean-Yves Le Drian. Donc, quand je le dis, moi je suis très content ce matin de savoir que finalement, ce n'est pas le peuple malien, ce ne sont pas les autorités maliennes qui ont pris les chines, mais c'est plutôt la CEDEAO qui n'a plus de crédibilité désormais. Et est-ce que le Mali va quand même demeurer dans la CEDEAO, sachant que justement, celle-ci n'est pas crédible? Je pense qu'aujourd'hui, dans le contexte où les avoirs de l'État malien ont été dégelés, vous vous rappelez que ça a été gelé. Exact. Je pense qu'il est d'abord important que l'État malien retire ses avoirs de ce côté-là et s'est déterminé pour la suite. Franchement, je crois qu'il est important que le Mali fasse un peu comme la RDC a fait, c'est-à-dire quitter la CEMAC, aller dans une autre communauté plus crédible. Parce que le fait que le Mali et ses autorités aient subi un tel acharnement diplomatique, un tel acharnement politique, dans un contexte que nous connaissons, c'est-à-dire où le Mali n'avait plus le contrôle de son territoire, où la population était dans l'insécurité totale. Je parle de l'insécurité politique, l'insécurité économique et sociale. Je crois qu'il était l'insécurité militaire. Dans un tel contexte, je crois qu'il était important que la CEDEAO fasse preuve d'objectivité, mais surtout de sérieux. Mais à situation égale, on a eu une sorte de 3 poids, 3 mesures. Vous avez eu un coup d'État du côté du Mali, vous avez eu un autre coup d'État du côté de la Guinée-Conakry, vous avez eu un 3e coup d'État du côté du Burkina Faso, mais vous n'avez pas eu le même acharnement au Burkina Faso, en Guinée-Conakry, comme au Mali. Pourquoi le Mali? Parce que justement le Mali a trouvé la vraie voie. C'est-à-dire un nouveau modèle politique, un nouveau modèle économique. Et c'est ça, c'est le plus mauvais élève, d'après eux, d'après les mondialistes, d'après l'Élysée, qui pouvait contaminer toute la région. Et je crois qu'aujourd'hui, en dépit des concessions que le Mali, que les autorités maliennes ont fait pour montrer leur bonne foi, il est aujourd'hui établi que la dynamique dans laquelle s'est engagé le Mali, dans la dynamique dans laquelle sont engagées les autorités maliennes, c'est une bonne dynamique. Elle est irréversible désormais. Et on connaît désormais qui sont les ennemis de l'Afrique, qui sont les ennemis du Mali. Je voudrais ici interpeller, j'en profite pour le faire, interpeller une certaine société civile malienne, une certaine opposition malienne, qui tient des messes nocturnes et a des heures de Nicodème avec les ennemis du Mali. Il faut que les autorités maliennes prennent leur pleine responsabilité vis-à-vis de ces mauvais fils du pays, vis-à-vis de ces mauvaises filles du pays. Parce que dans le contexte où où l'Europe, l'Occident d'une manière générale, est engagé dans un processus de recolonisation du continent africain, c'est absolument inacceptable d'avoir ce genre de fils sur le continent. Albert Natola, ici, à Mondovision, on a vu Emmanuel Macron dire aux journalistes qu'il appellera Nana Akufo-Addo pour continuer encore à visser
le Mali. Jusqu'à preuve de contraire, depuis la levée partielle des sanctions ce dimanche 3 juillet 2022, on n'entend aucun son venant de l'Élysée. Tout à l'heure, c'est un échec pour la France. Non, je ne pense... Non. Du point de vue diplomatique, la France a échoué depuis. Du point de vue géopolitique, la France a échoué depuis au Mali, au Sahel d'une manière générale. Du point de vue militaire, la France a échoué. Nous avons tout le bilan. Je crois que nous avons plusieurs fois fait des émissions sur les engagements pris par la France au Mali et au Sahel. Du Mali, les engagements d'ordre militaire, politique ou économique, aucun n'a été tenu. Faisons le bilan. Il se décline en quoi? En échec, en fiasco, en promesse non tenue. Oui. Donc, c'est depuis qu'il y a eu échec. Ils ne peuvent pas parler, pour une fois, ils ne peuvent que se taire parce qu'ils ont l'obligation de se taire. C'est vrai qu'ils n'ont pas honte. Ils ont, le coq a l'habitude de chanter, même ayant la merde dans les pattes. Je ne serais pas étonné que, même ayant la merde dans les pattes et sur le bec, que le coq chante tout de même. Mais dans tous les cas, ce sera un chant vain. En ce sens que, comme je l'ai indiqué tantôt, la dynamique dans laquelle sont engagés les Maliens, le peuple malien et les autorités maliennes est irréversible et ça va contaminer l'Afrique. Et puis, il faut également dire une chose, la plupart des dirigeants de la CEDEAO sont soit les militants ou les sympathisants de la gauche ou de la droite française, soit des frères dans les loges françaises. C'est un fait. Donc, de ce point de vue, il est établi que les autorités de la transition malienne sont un modèle qui dérange, qui va redéfinir la carte géopolitique dans la région. Il vous souvient également que les avoirs personnels de certaines autorités maliennes ont été gelés. Bon, heureusement, pour beaucoup d'entre eux, ils n'ont pas de compte bancaire à l'étranger. Oui. Donc, je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est le cap qui est fixé. Dans une autre résolution qui a été prise hier, il semble que j'ai lu que la CEDEAO proscrit justement aux autorités de transition militaire d'être candidats à l'élection qui est prévue en principe en mars 2024. Mais attendez, mais je crois qu'ils ont un problème, monsieur. Je crois que c'est un acharnement. D'un côté, vous faites des concessions à la Guinée-Conakry, vous ne fermez pas ses frontières, bon, vous retirez accessoirement de vos instances, pareil pour le Burkina Faso, mais c'est carrément une opération d'acharnement contre le Mali. Donc je pense que là, vous savez, l'histoire nous a appris une chose, nous les Africains, nous les panafricanistes, c'est que là où vous voyez de l'acharnement, ça veut dire que c'est là où il y a la vérité. Jusqu'à preuve du contraire, la France a fait des pieds et des mains, passant par l'aménagement pour demeurer encore au Mali. Même si, jusqu'à preuve du contraire, le ministre Abdoulaye Diop nous a fait savoir justement que tant que l'aménagement sera sur le sol malien, ce ne sont pas toutes les décisions qu'elle prendra qui seront suivies par les autorités maliennes. Encore que les décisions prises, qui peuvent être prises, je veux dire, qui peuvent être prises par l'aménagement, doivent avoir l'autorisation ou les autorisations préalables des autorités maliennes. C'est ce que... Non, c'est ce qui est établi. Voilà. Et il faut pas, et c'est important. Qui assure le commandement de l'aménagement? C'est un général français. Oui. Donc, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Donc, je pense qu'aujourd'hui, vous avez même certains militaires de l'aménagement qui jouent les journalistes du côté du Mali pour faire des papiers, pour envoyer des documents ou des papiers à ces médias-là. Vous avez des militaires qui font de l'espionnage au Mali. Je pense qu'il est important que désormais, les autorités maliennes soient encore plus vigilantes. J'ai eu à vous le dire dans une autre tribune, que dans le contexte, dans le processus d'émancipation du peuple malien, il n'est pas exclu qu'il y ait un projet de coup d'État contre n'est-ce pas, le colonel Assimi Goïta, heureusement, il a essayé d'écarter certains camarades qui n'étaient pas dignes de confiance. Ça, c'est important. Parce que si aujourd'hui on coupe la tête, le reste sera, n'est-ce pas, demandable. Donc, il est important que le cap fixé par ces autorités maliennes reste maintenu. C'est important parce que c'est édifiant à la fois pour le peuple malien, mais surtout édifiant pour le continent africain. Je voudrais quand même vous dire que nous ne l'irons pas. Autant nous sommes déterminés à changer de paradigme, à ce que les bases militaires étrangères quittent nos territoires, je veux dire le continent africain,
à ce que l'ingérence étrangère ne soit plus la règle sur le continent africain, mais en même temps, il faut être conscient d'une chose, la France-Afrique a encore ses tentacules sur le continent africain. Merci à vous, Albert Alatola, ici, d'avoir été des nôtres. Ce fut un plaisir. Mesdames, Messieurs, au plaisir de vous retrouver très prochainement. C'est ici que s'achève notre édition de Parole panafricaniste. Restez sur notre chaîne, l'information y est en continu. Bonne journée à toutes et à tous.